la journée, enfin la balade va se passer comme ça. Donc moi je vous accompagne pour faire un petit tour autour de l'exploitation. Ensuite, vous allez être accueillis par Véronique en bas. Ouais, Philippe déjà ici quand on va revenir de la balade pour commencer l'explication de la visite de l'exploitation. Ensuite, la visite va s'amener dans le bâtiment qui est là en bas, où là vous aurez animation pour les enfants, dégustation de viande, fontaine à lait, une petite vidéo qui dure 6 minutes pour vous montrer ce qui se passe sur l'exploitation, parce qu'on est ferme pédagogique, et miniatures donc, pour expliquer les travaux des champs, etc. Pour Thibaut qui est un stagiaire, donc qui est venu, je suis allée le chercher ce matin à 7h à Creusensé pour qu'il vienne mettre en place cette information. Visite de tout ce qu'on reçoit. On en retient certaines choses, et c'est ces petites choses qui s'accumulent qui forgent, entre guillemets, notre regard. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le même paysage chacun devant nous, mais on n'en restitue pas tous les mêmes choses. Donc après, on le décompose aussi d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on a des lignes de force dont on a parlé tout à l'heure, et on a des repères. Alors, ces lignes de force, ça va être quoi? Ça va être le paysage lointain. Donc là, on ne voit pas le Mont Blanc, mais vous n'avez pas de chance, c'est un peu chargé. On voit le Mont Poupée. On le voit le Poupée, exact. Bon, on le distingue. Oui, oui. On le distingue, on le devine parce qu'on sait où il est. Ici, la caractéristique, c'est vrai que depuis le Moyen-Âge, les paroisses ont très peu évolué. On peut superposer les paroisses du Moyen-Âge avec aujourd'hui, c'est quasiment identique. C'est assez étonnant. En fait, on a eu peu d'emprise de l'Église, même si on la voit bien. Et il y a eu aussi une grande composition des villages liée à partir du Moyen-Âge au château et aux seigneuries. Et en fait, encore une fois, ici, c'était le centre de 3 domaines qui se partageaient un peu le lieu. Mais comme on est en périphérie de tous ces domaines-là, et que c'était des familles plus que des seigneurs qui ont habité ces châteaux, c'était des familles sans beaucoup de biens. Donc en fait, ils n'ont jamais réussi à imposer ni pouvoir, ni autorité. Ici, on a toujours été à peu près libre. On a un problème avec l'agriculture aujourd'hui. C'est qu'effectivement, les agriculteurs, je pense que vous l'avez tous suffisamment entendu, ont souvent des difficultés pour vivre de leur activité. Seulement, on se retrouve face à des situations comme celle-là, où les parcelles sont en indivision, il ne se passe rien dessus, ça s'enfriche, alors qu'il y a des agriculteurs qui en auraient peut-être besoin. Voilà. Alors, effectivement, on peut me dire, ah oui mais bon, on ne peut pas tout cultiver comme ça non plus, il faut penser à l'environnement, la biodiversité, oui. Alors, cette parcelle, elle a un côté très difficile pour moi dans le paysage, parce que finalement, ça reste un abandon. Cette parcelle est abandonnée. Quand on se promène, les lieux abandonnés, on en a croisé. Vous êtes passé à côté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des grandes parcelles qui sont en friche. Oui. Ces parcelles-là, c'est une évolution du paysage qui est, j'allais dire, négative dans un sens sociologique, parce que l'abandon, ça ne donne jamais quelque chose de positif. Et le sentiment qu'on a quand on traverse des lieux qui sont abandonnés ne sont pas forcément positifs. Et le côté positif justement de cet abandon, c'est qu'on a une émergence de la biodiversité. L'agriculture, c'est fondamental pour la préservation des paysages.
paysage. Après, il y a des équilibres à trouver. Effectivement, la biodiversité émerge dans ce type de situation, mais elle existe aussi dans les lisières forestières. Et cette biodiversité, elle est nécessaire aussi pour tout ce qu'on sait sur le développement des végétaux. On sait que si on perd les abeilles, par exemple, ça c'est l'exemple le plus classique, hein, c'est qu'il n'y a plus de pollinisation qui se fait. Donc, ce genre de parcelles sont vraiment bien dans le sens là. Après, ce qui est intéressant de voir aussi dans ce paysage derrière moi, c'est qu'on voit quand même des haies. Il y a une agriculture, oui, effectivement, mais c'est difficile de cultiver des champs en rond ou en courbe. Donc, la biodiversité et la vie existent ici. Et on a la chance d'avoir un paysage qui est extrêmement bien préservé ici. Après, dans la consommation de l'espace aussi, on est vraiment sur un site qui est assez exemplaire. C'est qu'à Bruxelles, on n'a pas d'extension de village qui consomme énormément de terres agricoles. Vaches qui élèvent leurs veaux au gui. Donc on ne fait pas de lait, on ne fait pas de lait tous les jours ici. Les vaches vêlent à peu près au mois de décembre, janvier. Elles gardent leurs veaux jusqu'au août, septembre. À ce moment-là, on sève leurs veaux. Alors si ceux qui ont l'œil, vous avez regardé dans le pré, il y avait plus de vaches que de veaux, parce qu'il y a déjà des veaux qui ont été sevrés il y a 15 jours, qui eux sont destinés à la commercialisation. Donc ça c'est le côté élevage. Et puis le côté culture, c'est les cultures traditionnelles qu'on peut rencontrer chez nous, donc du maïs, du blé, du colza, du tournesol, des fois du soja, puis aussi un petit peu de triticale pour nourrir les bêtes. Voilà. On n'est pas du tout sur une exploitation dans l'agriculture biologique, hein. On est sur une exploitation en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire qu'on respecte toutes les normes qui nous sont imposées par la France et aussi par l'Europe. Donc 80 vaches mères allaitantes, une partie des veaux, on les verra tout à l'heure, ce qu'on appelle des broutards, sont destinés à l'engraissement, donc ils partent soit à l'engraissement, à l'exportation sur l'Italie ou sur des pays du nord du Maghreb, ou ils restent en France pour se faire engraisser en France, et des fois pas loin, des fois à quelques kilomètres de là, ils partent là-bas chez un autre agriculteur qui a lui un atelier d'engraissement de mâles pour faire ce qu'on appelle du taurillon ou du babi. Si vous avez déjà entendu ce terme-là. Donc c'est du jeune bovin qui est abattu avant 24 mois et qui est largement consommé dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, un petit peu moins en France. En France, les gens consomment essentiellement de la vache de réforme, de la génisse ou du bœuf traditionnel. Donc ça, c'est une partie du cheptel. L'autre partie du cheptel, les vaches et les génisses sont gardées pour le renouvellement du troupeau et la production du troupeau. Et puis par contre, les vaches de réforme, elles, et les génisses de réforme sont engraissées sur l'exploitation. L'exploitation, on peut dire, est autonome dans le sens où elle nourrit les animaux, avec de l'ensilage de maïs, du foin, de la paille, de la farine de céréales, puisqu'on fait du blé, du triticale, qu'on garde, qu'on stocke et qu'on mouline, on donne aux vaches après. Et puis un complément azoté, style tourteau de colza, tourteau de soja, tourteau d'arachide, pour complémenter la ration. C'est comme nous, lipides, glucides, protides. Les animaux, leurs protides, elles viennent des tourteaux d'origine végétale. Empoisonner le monde. On n'empoisonne personne. On ne veut pas empoisonner nos enfants, surtout pas. Hein. On ne veut pas empoisonner nos bêtes, on fait tout pour les soigner. On ne veut pas empoisonner les sols, puisque c'est eux qui font nos pieds, et qui font les pieds des animaux. S'il n'y a plus de sol, il n'y a plus rien. Donc, par contre, la recherche agronomique et les attentes ont fait qu'on a un petit peu changé notre manière de produire. Alors on l'a un petit peu changé, en ce moment on est en train de la changer énormément. OGM, de produits OGM pourrait peut-être entraîner la faim dans le monde? Alors là-dessus, je suis très clair. Moi, les OGM, je ne suis incapable de vous dire aujourd'hui s'il faut ou s'il ne faut pas. Par contre, je fais confiance à la recherche. Et il faut qu'on laisse la recherche travailler.